Merci d'être avec nous pour cette émission. Nous sommes le Grand Talk. Nous commençons avec la convocation du porte-parole du PDCI à la police. Que sait-on de cette convocation? Quelques détails avec nos amis sur ce plateau. Et ensuite, la seconde info concerne toujours, on va dire, l'univers de la sécurité de la police. La déclaration et la recherche d'objets sont gratuits. On fait le point avec nos amis. En seconde partie, Rokhaya Diallo, journaliste française, autrice, réalisatrice, sera avec nous pour nous parler de son œuvre « Dictionnaire amoureux du féminisme ». Merci d'être avec nous. Nous sommes le Grand Talk encore une fois et nous démarrons maintenant. Voilà, bonsoir et bienvenue. Nous sommes le mercredi 26 novembre 2025. Merci de votre fidélité à ce programme. Ce soir, nous accompagne Dr Barry. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Christelle. Bonsoir à tous les liveistes. Bonsoir, chers amis sur le plateau. Élisée Boloubeux, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, chers téléspectateurs. Coucou particulier à mes sœurs Téné Bamba, épouse Ouattara, et Priska Kasrate. Très bien. Marius Koumoué, encore une fois, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Christelle. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Alors, dans une note, à peine rentré en Côte d'Ivoire, l'honorable Brindoumi, porte-parole du PDCI-RDA, donc, a été convoqué par la police de retour, je l'ai dit, de voyage. Ce n'est pas la première fois que l'honorable Brindoumi devait faire face à la police. La première fois, le président de l'Assemblée nationale a essayé, autant que faire se peut, de faire taire cette convocation. Mais pour cette fois-ci, le porte-parole du PDCI, qui a reçu du service des enquêtes générales de la police de préfecture d'Abidjan une convocation à se présenter, il l'a fait. Messieurs, est-ce que vous avez des informations sur le sujet? Daouda Koulibaly. Déjà, revenons sur la première convocation qui n'a pas été, donc, qui n'a pas pu être, et puis cette deuxième. Bon, je pense qu'on va y aller directement. Bon, selon les informations en notre possession, M. Soumaïla Brindoumi, que j'aime appeler affectueusement mon oncle, il a été auditionné par les policiers et je pense que sûrement qu'ils vont le garder, mais on n'en sait pas plus que ça. Mais tout porte à croire qu'il sera gardé à vue, peut-être même qu'il ira sûrement à la MACA, mais on ne sait pas, on va attendre jusqu'à la fin de l'audition. Mais ce qu'il est important de savoir pour les Ivoiriens, c'est qu'aujourd'hui, Soumaïla Brindoumi, pour ceux qui se rappellent bien, avant les élections présidentielles de 2025, il avait été convoqué par le directeur général de la police, oui, où il avait été mis en garde. Je pense que le président de l'Assemblée nationale avait, comment on appelle ça, été monté au créneau pour essayer de faire baisser un peu la pression. C'est juste après cela que M. Soumaïla Brindoumi est parti, s'est exilé lui-même en France. C'est un exil ou un voyage? Bon, je préfère utiliser ce mot-là, le mot exil comme ça, parce que c'est selon ses propos, parce qu'il estimait que sa vie était en danger. Bon, les élections sont terminées, M. Soumaïla Brindoumi est de retour. Sauf que s'il est de retour, je pense que selon toujours les infos en notre possession, les autorités compétentes estiment qu'il a été instigateur, je ne vais pas dire l'un des instigateurs de ce qui a été des incitations à la haine aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui était en marge de l'élection présidentielle depuis le 11 en fait. Donc, or, pour beaucoup de personnes dans le conscient collectif, d'aucuns diront oui, il est député et son immunité parlementaire et ceci. Dans le cas présent de M. Soumaïla Brindoumi, je pense que la loi est claire en la matière. Je paraphrase, je n'ai pas la loi exacte. C'est qu'en cas de flagrant délit, il n'y a plus question d'immunité parlementaire, que la personne soit députée, ministre ou pas. Il n'y a pas de... C'est un flagrant délit. Et revenons sur le point, l'effet du flagrant délit. En fait, ici, c'est que, est-ce que M. Soumaïla Brindoumi, en France, a-t-il tenu des propos de nature à inciter, à troubler l'ordre public? Selon les autorités compétentes, c'est le cas. Est-ce que des gens sont morts en Côte d'Ivoire après ces propos-là? Oui, des gens sont morts, des gens ont été blessés et autres. Donc, c'est sûrement pour tout cela qu'il a été
interpellé, parce que je ne pourrais pas dire arrêté, il a été interpellé pour lui poser des questions. Parce qu'une chose est certaine, M. Soumaïla Brendoumi est porte-parole du PDCI RDA. Est-ce que le PDCI RDA faisait partie du front commun que j'aime appeler ici le front de la bagarre? Oui, le PDCI RDA faisait partie du front commun. Est-ce qu'ils ont fait des appels? Je pense que oui aussi. Donc, si aujourd'hui, plus de 1000 de nos jeunes sont en prison, certains ont été jugés et condamnés à 3 ans de prison, est-ce que de retour de son exil, mon cher oncle Soumaïla Brendoumi peut revenir se prévaloir de son immunité? Non, il ne peut pas. Donc, je pense que qu'il soit député ou pas, il est justiciable au même titre que tous les Ivoiriens. Et c'est pour cette raison, justement, qu'il a été interpellé pour lui poser des questions. Élisée, que dit la loi, justement, sur l'immunité parlementaire? Voici ce que la loi dit sur l'immunité parlementaire. Un député ivoirien ne peut être entendu par le procureur en Côte d'Ivoire uniquement qu'en cas de flagrant délit, qu'il soit en session ou en dehors des sessions. Dans les autres cas, notamment matière criminelle ou correctionnelle, il faut l'autorisation de l'Assemblée nationale pendant les sessions et celle du bureau de l'Assemblée hors session pour qu'il puisse être poursuivi ou arrêté et donc potentiellement attendu. Cas où l'autorisation de l'Assemblée est requise, pendant les sessions de l'Assemblée nationale, un député ne peut être poursuivi ou arrêté sans l'autorisation de l'Assemblée nationale. En dehors des sessions, l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale est nécessaire pour une arrestation ou des poursuites, sauf en cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. Donc ça veut dire, le cas de flagrant délit, on a défini c'est quoi? Bien sûr. Le député peut être poursuivi, arrêté, donc entendu par le procureur sans autorisation préalable de l'Assemblée ou de son bureau. Un flagrant délit est caractérisé par la poursuite, par la clameur publique, la possession d'objets liés au crime ou au délit, ou la présence de traces ou indices laissant penser à une participation au crime ou au délit. Voilà, donc, dans le cas, en la matière, oui. Dans le cas pour lequel un député peut être poursuivi sans qu'on ne tienne compte de l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou de son immunité, c'est un cas de flagrant délit. Et c'est le cas de flagrant délit qu'on a cité tout à l'heure. Donc la définition a été donnée. Donc quand on revient sur le cas de... Donc quand on revient sur le cas du porte-parole du PDCI, effectivement, moi j'ai essayé d'approcher des membres du bureau de l'Assemblée nationale qui ont été très clairs et formels pour dire que le bureau officiellement n'a pas été saisi de ce que le député Brendoumi aurait été interpellé par la justice. Le bureau n'a pas été saisi. Donc, par déduction, on peut donc dire que le procureur a donc interpellé M. Brendoumi dans un cas de flagrant délit. C'est le seul cas pour lequel on n'a pas besoin d'informer le bureau de l'Assemblée nationale ni d'attendre une levée d'immunité du Parlement. Donc on suppose que cette interpellation, si elle a lieu effectivement, s'inscrit dans le cadre d'un flagrant délit. Maintenant, quel est ce flagrant délit? On attend donc un communiqué officiel du procureur qui va le détailler. Moi, je ne vais pas prendre le risque de m'aventurer ici et puis m'ériger en procureur parce que ce n'est pas mon rôle. Donc, j'espère que certainement, les heures, les jours à venir, le procureur produira un communiqué, comme il a eu l'habitude de le faire à chaque fois, pour nous expliquer en réalité les raisons de l'interpellation. Mais comme je le dis, on ne peut interpeller un député en Côte d'Ivoire que dès l'instant qu'il y a un cas de flagrant délit. Voilà. Et en la matière, donc, comme vous l'avez dit, on attendra d'avoir des exactement pour qu'on nous dise les faits pour lesquels, justement, les faits de flagrant délit, éventuellement pour lesquels il a été interpellé. Docteur Barrier? Écoutez, Christelle, Élisée a bien fait d'aborder ce que la loi dit parce que c'est une procédure judiciaire. Et là, on ne peut se prononcer que sur la base de la loi. Mais pour aller plus loin, ceux qui ont compétence pour déterminer le flagrant délit, ce sont les autorités compétentes. Je parlais du procureur et des magistrats qui vont instruire le dossier. Tout compte fait, M. Brendoumi, comme vous l'avez rappelé, n'est pas sa première convocation. Il avait déjà été convoqué par le directeur général de la police. Et là, il revient au pays. Les services compétents décident de le convoquer. Probablement, ils feront le compte rendu où ils saisiront, ils tiendront l'institution parlementaire informée. Oui. Mais une chose est sûre, quand des dossiers concernent la sécurité intérieure de l'État, généralement, ce sont des dossiers qui sont super sensibles sur lesquels on ne communique pas de peur de créer d'autres troubles et surtout de créer une polémique ou une interprétation qui prête à confusion. Donc, tout compte fait, dans les prochains jours, on saura réellement qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui est reproché à M. Brendoumi et où en est la procédure. Et
le procureur nous a habitués à des communiqués. On espère que dans les prochains jours, il y aura un communiqué. Marius, votre regard? Écoutez, moi je pense que nous sommes dans une république. Hein. La république, elle fonctionne avec ses règles. Lisez citait tout de suite les règles qui régissent, l'une des règles qui régissent donc le fonctionnement de notre république. Ce n'est pas l'interpellation en tant que telle de M. Bredoumi qui devrait, moi, être ma préoccupation majeure. Mais j'ai dit bien que des gens dans ce pays ont tenu des propos beaucoup plus difficiles à accepter pour nous, usagers des services publics. Et puis, on ne leur a rien fait, on ne leur a rien dit. Je prends le cas de Laurent Gbagbo. Mais c'est le même Laurent Gbagbo qui a dit dans ce pays que M. Ouattara ne fera pas un 4e mandat. On ne l'a pas interpellé, on ne l'a pas. Dans un pays qui se veut sérieux, on devrait au moins le convoquer et l'entendre. Sur quelle base un citoyen, fût-il un ancien chef d'État, puisse dire qu'un individu ne fera pas cet autre mandat? Avec quels moyens dispose-t-il pour empêcher cela? Il n'est pas le Conseil constitutionnel, il n'est pas une force publique, il n'est rien du tout qu'un ancien chef d'État. Il devient citoyen lambda comme tout le monde et puis il fait une telle déclaration. Attendez, je termine un peu. Attention, les anciens présidents de la République. Attention, Monsieur, un ancien président de la République n'a pas au moins le pouvoir, et vous le reconnaissez, de dire, parce que vous êtes ancien président de la République, vous êtes en droit de dire qu'un individu ou un chef d'État en exercice ne peut pas faire un autre mandat. Alors donc, Marius, comment est? Un peu plus loin, je termine sur ça, peu plus loin, vous avez un Tidiane Thiam qui fait une sortie au cours d'une marche à Paris et qui dit que lui et ses militants, pour ne pas dire la Côte d'Ivoire, a 7 jours pour libérer le pays. Mais sur quelle emprise? Sur quelle occupation? La Côte d'Ivoire est occupée par quelle force étrangère pour que nous la libérons de l'emprise de cette force? Mais voilà des gens qui devraient... On se souvient ici que M. Ouattara avait dit qu'il rendrait ce pays ingouvernable. Un mandat d'arrêt lui a été lancé à l'époque du RDR. Pourquoi, pour le cas de M. Tidiane Thiam, on n'a pas lancé un mandat pour l'entendre sur ces questions-là? Et puis, bon, M. Brendoumi, député de la Nation, il agissait au nom de qui? Au nom de son gourou, de son mentor, qui n'est autre que Tidiane Thiam. Donc, toutes ces déclarations allaient dans le sens de ce que Tidiane Thiam lui conseillait, puisqu'il est porte-parole de son parti. Voilà, donc moi je pense que, et comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, eh bien, les parlementaires ont l'obligation de répondre aux convocations des autorités compétentes. N'empêche que le dialogue institutionnel et puis les règles de démocratie se doivent d'être respectés. Et donc, sur ce point-là, moi, je suis totalement en phase avec lui. Mais je voudrais juste te dire que la Côte d'Ivoire est un pays sérieux. Non, absolument. Mais justement, c'est parce que la Côte d'Ivoire est un pays sérieux, avec des dirigeants sérieux, que des gens qui tiennent de tels propos, qu'ils soient anciens chefs d'État ou pas, devraient être entendus. Très bien. Et ça, j'insiste là-dessus. Parce que moi, comme moi, je ne peux pas me lever, aller sur la place publique, faire un meeting, et puis je dis que M. Ouattara ne fera pas un 4e mandat. Allez lui dire qu'il ne fera pas ce 4e mandat. Et puis il n'y a rien. On ne me fait rien. Je suis assis là. Pourquoi? Et puis quelqu'un d'autre, parce qu'il a dit un petit truc sur justement cet autre mandat, il va en exil, il revient, on l'interpelle. Allez interpeller ceux-mêmes qui ont dit plus grave que ça. Voilà, c'est ça que je voulais signifier. Élisée ensuite, docteur Barry. Élisée, allez-y. Bon, ok, moi je voudrais réagir à la suite des propos de Marius Komoué. Je pense qu'il faut être mesuré. Il faut être vraiment mesuré. Quand il dit par exemple que le président Laurent Gbagbo a dit qu'il n'y aura pas un 4e mandat, mais ça reste une déclaration politique. Ça reste une déclaration politique. Tout de même très grave. Attends, je finis. Marius, il termine. Ça reste une déclaration politique. Et il dit que si quelqu'un d'autre avait dit ça, peut-être qu'on l'aurait arrêté. Non. Mais les vidéos sont là, l'histoire est là. Steve Biko a dit ça, qu'il n'y aura pas un 4e mandat. En dehors de Steve Biko, il y a plusieurs autres leaders qui ont dit qu'il n'y aura pas un 4e mandat et qui sont encore là. Plusieurs leaders de l'opposition qui ont dit qu'il n'y aura pas un 4e mandat. On va l'écouter. Qui ont dit que Ouattara n'aura pas un 4e mandat qui sont là. Ça reste une déclaration politique pour moi. Maintenant, s'il y avait un appel à l'insurrection, c'est ce qui est un délit. Et c'est ça qui est condamné. Est-ce que le fait qu'on dise qu'il n'aura pas un 4e mandat, c'est un appel à l'insurrection? Je ne pense pas. Moi, à titre personnel, je ne pense, je ne pense pas que c'est un appel à l'insurrection. Mais si on disait qu'on sort et qu'on va faire blocage à ce 4e mandat, on fera tout pour empêcher qu'il soit là. On va se mettre à... Pour moi, ça devient une déclaration d'insurrection. Mais il faut vraiment regarder, et je dis de façon posée. Voilà, faut pas vraiment aller dans tous les sens. Deuxièmement, quand il dit par exemple le président Thiam a dit qu'on va libérer le pays et tout ça. Mais le député Bredoumi, il était en France.
Il a fallu qu'il rentre pour qu'on puisse lui envoyer l'interpellation. Mais qui vous dit que si d'aventure on qualifiait les propos du président Thiam des propos insurrectionnels, qui vous dit que quand il viendra, on ne lui opposera pas cela comme il se doit? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Il ne faut pas qu'on se précipite. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit vraiment posé, mesuré, et qu'on regarde les faits. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce que nous sommes en train de faire ici présentement, c'est une supputation. Le procureur ne nous a rien dit. On n'a pas encore et la j'ai raison. dit, si d'aventure un député a été interpellé, parce que Brédoumi est un député, la seule condition pour laquelle on peut interpeller un député, notre loi dit, c'est un cas de flagrant délit. Maintenant, tel est ce cas de flagrant délit qui est opposé à M. Brédoumi? Il y a un communiqué du procureur, nous situera là-dessus. Très bien. Voilà. Docteur Barry, Daouda et ensuite Marius. Allez-y. Deux choses, Christelle. Oui. Jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas pourquoi M. Brédoumi a été interpellé. Bien sûr. Donc, on ne peut pas dire que c'est à travers une déclaration qu'il a été interpellé. Et je ne pense pas que ça soit à travers la déclaration. J'ai dit ici que pour les questions de sécurité nationale, ce sont des dossiers très sensibles. C'est après qu'ils vont communiquer certainement. Maintenant, revenant au cas de M. Gbagbo, Élysée fait bien de le rappeler, c'est une déclaration politique. Et dans une république, un ancien chef d'État, ce n'est pas un citoyen lambda. Ce n'est pas n'importe quel tribunal, ce n'est pas n'importe quel procureur qui poursuit un ancien chef de l'État. Parce qu'il a encore son statut d'ancien chef de l'État. C'est soit peut-être une cour spéciale pour des faits jugés très graves. On ne peut pas poursuivre un ancien chef d'État sur une déclaration au cours d'un meeting politique. Fut-elle jugée aussi grave? Il faut argumenter. Et devant un tribunal, ça ne passe pas. Un tribunal de droit commun ne peut pas juger un ancien chef d'État. Il faut un tribunal d'exception ou une autre cour de justice. Donc c'est pourquoi j'attirais l'attention de mon grand frère Marius sur le cas... Il faut aussi relever l'exception. Okay. Dans le cas, un ancien chef d'État peut être... Quand vous partez sur la loi qui régit le statut d'ancien chef d'État, on vous dit si le délit posé est posé dans un cadre électoral. Donc, soit en campagne, soit qu'il y a un rapport avec les élections. Là, en ce moment-là, dans ce cas de figure-là, il est traité comme un citoyen ordinaire, donc poursuivi par un tribunal de droit commun. Ça, c'est important que cette exception soit relevée aussi. Merci, Élisée Daouda. Ensuite, Marius, on termine avec ce sujet parce qu'on doit regarder la gratuité des objets perdus et la recherche de ces objets-là. Non, en fait, sans revenir sur tout ce qui a été dit, parce qu'effectivement, on est en train de supputer. On n'a pas encore le fond du dossier. Le fond du dossier, on l'aura. Mais ce qui est important de dire, en fait, à la suite de ce que mes camarades ont dit, c'est que le procureur de la République dispose de l'opportunité des poursuites. Nous sommes sur ce plateau. Christelle peut poser un acte ou dire quelque chose. Le procureur peut estimer qu'il ne la poursuit pas. Mais si Daouda dit quelque chose, il va poursuivre Daouda. C'est lui qui a l'opportunité, c'est son pouvoir discrétionnaire. Donc, M. Laurent Gbagbo, c'est une déclaration politique pour dire qu'il peut dire des choses, il peut faire des choses, mais c'est le procureur qui décide de quand, où et comment lui doit poursuivre quelqu'un. On ne peut pas lui prendre cela. Il faut lui donner, il faut rendre à César ce qui appartient à César. On termine avec ce sujet, Marius, comment est votre point? M. Gbagbo a été jugé ici par une cour ordinaire déjà, bien qu'il ait un statut d'ancien chef d'État. Le président de la CEI a expliqué. J'ai dit ça, je ne dis plus rien. J'ai dit, M. Gbagbo a été jugé ici, malgré son statut d'ancien chef d'État, par une cour ordinaire, sur une question qui ne relevait pas de cette cour ordinaire. J'ai dit ça, je ne dis plus rien. Concernant justement ce que disait Élysée, mais c'est trop grave que vous disiez ça, que vous dites ça. Pourquoi? La situation dans laquelle les Ivoiriens vivaient, tous les magasins ont été totalement dévastés par les Ivoiriens qui se sont précipités pour aller, une façon de dire, entre griffes, pour aller s'approvisionner à cause de la psychose suscitée par la déclaration de ces hommes politiques. Mais tout le monde pensait que le pays serait à feu et à sang. Mais c'est ça, la psychose qui avait été créée par cette déclaration totalement que moi je qualifie d'irresponsable. Disons-nous les choses en face. Et c'est cela, ma personnalité. Je ne suis pas là pour faire les yeux doux à un camp. Alors, quand on dit ça, il faut comprendre tout simplement qu'au lieu de taper sur la tête des plus faibles, il faut aussi cueillir tous ces soi-disant anciens chefs d'État ou hommes politiques d'envergure qui dirigent. Le fait de diriger un parti politique ne fait pas de vous un citoyen exceptionnel par rapport aux autres. Nous sommes tous soumis aux mêmes droits, y compris le président de la République. Donc, ne perdons pas ça de vue. Si, d'ordinaire, des propos que nous jugeons dangereux pour la stabilité du pays, pour l'unité nationale, pour la cohésion sociale, en pleine campagne électorale, nécessitent
que des individus Merci soient beaucoup. entendus, quel que soit leur statut, ils doivent être entendus. Très bien. Aussi simple que ça. Alors, on ne va pas dire des soi-disant anciens chefs d'État tout court, parce qu'ils sont anciens chefs d'État. En tout cas, vous parlez de l'ancien chef d'État. J'en prends bien note. Merci, messieurs. Regardons un peu donc cette bonne nouvelle, et j'aimerais avoir vos différents points de vue. La police ivoirienne affiche la gratuité des déclarations de perte. Certains opposent que dans certains commissariats, il faut quand même payer 2000 francs CFA, un point que nous exposons. Voici le point officiel de la police nationale qui dit la déclaration d'objets perdus et la recherche de ces objets en Côte d'Ivoire, en tout cas, c'est gratuit. Cette gratuité est valable pour les téléphones signalés perdus auprès de tout service de la police. On rappelle le credo de notre police nationale bien-aimée, servir notre vocation. Merci de nous faire confiance. Daouda Coulibaly. Bon, comme tous les Ivoiriens, quand j'ai vu cette note, j'ai souri. Pourquoi vous souriez? Non, j'ai souri parce que... C'est un rappel qu'on fait, que la police fait justement. Bon, j'ai envie de dire que c'est un rappel. Est-ce que le rappel que la direction générale de la police a fait, est-ce que tous les policiers sont au même niveau d'information que nous et eux-mêmes? Parce que généralement, quand nous partons dans les postes de police, quand vous faites une déclaration de perte, pour chaque document pour lequel vous devez faire une déclaration, vous devez payer 2000. Donc si c'est pour la carte d'identité, 2000. Le passeport, 2000. Le permis, 2000. Donc si vous avez 10 pièces à faire, combien? 20 000. Vous avez vécu ces cas-là? Trop de fois, chaque fois on perd des choses, on est obligé d'aller faire des déclarations de perte à tout moment. Et vous payez? Donc oui, je paye. Oui, je paye. Maintenant, je vais dire, à la police, il y a beaucoup d'actes administratifs qui ne sont pas payants. Mais force est de constater que certains policiers, il faut nuancer les propos, dans les postes de police, font payer ces documents-là, en fait. Pour ceux qui se rappellent, avant, quand on partait porter une plainte, il fallait payer. Il a fallu encore une communication comme celle-ci pour que, désormais, quand on part porter plainte, on ne paye plus. Pour retirer une plainte, il fallait payer. Je porte plainte contre quelqu'un, après je dis, bon, je retire ma plainte. Beaucoup plus d'argent. Voilà, et là, je dois payer. Combien? Franchement, ça dépend. C'est à la tête du client, c'est au faciès. Il ne faut pas se mentir, c'est au faciès. Et même celui qui était gardé au trou, pour ne pas dire dans le violon, lui-même pour sortir, il va payer encore plus que toi. Je ne sais pas si c'est une façon de nous dissuader de venir, mais j'ose espérer que la direction, pour ne pas dire le DG Kouyaté, Qui fait cette communication? Qui fait cette communication-là, qui puisse nous envoyer quelqu'un pour mieux nous expliquer cette procédure-là. Parce que ce sur quoi je vais chuter, parce que quand tu fais ce type de communication, pour dire que les déclarations de perte c'est gratuit, lorsqu'on va dans les postes de police, ce à quoi on est confronté, c'est que les agents de police nous disent que les imprimés, on ne leur donne pas. Les imprimés pour faire ces documents-là, oui. Ils ne l'ont pas. Ils les prennent où? Franchement, je pense que c'est à l'imprimerie nationale. L'imprimerie nationale ne leur offre pas gracieusement. Parce que là-bas, on paye aussi les documents. Donc, est-ce que la direction générale de la police a mis ces imprimés à la disposition des postes de police pour qu'ils puissent les utiliser et faire les actes administratifs des citoyens? Ça, c'est une question. Très bien, parce qu'on est confronté à d'énormes problèmes lorsqu'on va dans beaucoup de commissariats. Tu vas dans un commissariat, s'ils n'ont pas de carburant, tantôt ils n'ont pas de carburant, tantôt il n'y a pas d'encre, tantôt il n'y a pas d'imprimante, tantôt il n'y a pas d'ordinateur. Bon, finalement, vraiment, monsieur le DG, venez envoyer une nouvelle directrice de la communication pour qu'elle nous explique mieux. Parce que ça, moi je préfère vous le dire, j'y crois pas. Cette communication. Ça, j'y crois pas du Très tout. bien. Marius, comme moi, je ne dirais pas ce que vous croyez ou pas, mais regardons l'opportunité pour le DG de la police qui communique justement sur la gratuité de ces actes. C'est sensibiliser, attirer l'attention donc des usagers. C'est quand même la DGPN, la Direction générale de la police nationale. Bien sûr. C'est l'institution par excellence en charge de la gestion donc, de nos services, de nos commissariats, nos districts de police et tout ça. Donc c'est tout à fait normal que la Direction générale, pour nous, fasse cette sortie pour situer les usagers sur la gratuité de certains actes qui s'opèrent dans les différents commissariats sur l'ensemble du territoire national. N'empêche,
que, comme l'a dit Daouda, sur le terrain, les faits nous en démontrent le contraire. Quel est le budget de fonctionnement d'un commissariat? Il faut bien que les Ivoiriens en soient largement instruits. Vous avez le montant? Ah oui, mais ça tourne autour de 4 millions à 5 à 6 millions. Par commissariat? Par commissariat, c'est pas... Et puis, en fait, quel genre de commissariat en plus? C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, si vous avez 4 millions pour toute une année, vous avez un véhicule à gérer, le carburant. Bon, en plus, les imprimés, comme le disait Daouda, pour faire justement tous ces papiers, ça ne vient pas malheureusement, j'allais dire, de l'imprimerie nationale. Ça a un opérateur privé qu'on donne cette opportunité justement de confectionner les imprimés. Et c'est payant. Et c'est le commissariat qui doit payer. Ce n'est pas l'État qui met à leur disposition les imprimés. C'est de nos recherches, de nos informations, c'est l'information qu'on a dans les commissariats. Et on peut se fier à cela, justement. Ah mais oui, bien sûr, puisque j'ai été demandé à des sachants. Et donc, ce que je dis ici, c'est les faits sur le terrain. Voilà, que vous ayez un commissariat de police qui est confronté à ces difficultés, il faut payer l'encre. Parce qu'on met un cachet, il faut payer l'encre. Même le cachet, c'est confectionné par le commissariat sur un budget de 4 millions. Mais au-delà des 4 millions, 4 millions, c'est rien. Il faut gérer l'entretien du commissariat, il faut gérer... Mais c'est tout ça. Je ne défends pas une situation, mais je pose un problème réel de fonctionnement de nos commissariats qui devrait amener nos services en charge de la gestion de nos services administratifs, les supérieurs en charge de la gestion de ces commissariats, de voir la meilleure manière d'aider les commissariats à mieux tourner. Tenez-vous bien, quand vous allez porter même une plainte face à une situation difficile chez vous, une agression, mais pour s'y déplacer avec vous, pour constater les faits, souvent les policiers vous demandent de payer le carburant du véhicule qui est garé et qui n'a pas une seule goutte de carburant, ni de gasoil, ni d'essence pour d'autres dans leur véhicule. Donc, face à toute cette situation, il y a problème. En fait, mes propos tendent justement à lancer un appel au ministère de l'Intérieur, mais également à la Direction générale de la police nationale, qui nous instruit sur un acte de gratuité que nous devrons faire respecter dans l'ensemble des commissariats, mais il faut qu'on profite par la même occasion pour leur demander de mettre à la disposition de l'ensemble de nos commissariats les imprimer, de sorte à ce que quand nous arrivons, parce que même les thèmes qui sont mis sur les documents, c'est les mairies qui donnent les thèmes. Gratuitement ou Mais bien sûr, c'est les mairies qui offrent les thèmes. Payant, hein. Non, c'est payant pour l'usager, mais pas par le commissariat à la mairie. La mairie offre gratuitement les timbres au commissariat. Élisée? OK. D'accord. Moi, je retiens juste que la Direction générale de la police fait donc un communiqué qui fait donc office pour moi de loi. On peut le dire ainsi. C'est vrai, dans un passé pas lointain, moi-même, pour avoir vécu l'expérience, avoir perdu des papiers, j'ai payé. Je le reconnais. Vous avez payé combien? J'ai payé 2000. À une époque peut-être pas très lointain. J'ai payé. Et j'ai eu plusieurs retours aussi de personnes qui ont payé. On suppose que c'était une pratique qui n'était pas légale, qui était faite. Aujourd'hui, avec cette déclaration, moi, je pense que ce chapitre est clos. On ne va pas encore supputer dessus. Je pense que toute la police a vu ce communiqué-là et donc désormais, on ne demandera plus rien à un citoyen qui va faire une déclaration de pète. Maintenant, quand je reviens sur les propos de Marius Komoué par rapport aux difficultés que vit la police, mais Christelle, si tant est que tout ce qu'évoque Marius Komoué est vrai, mais il faut dire qu'il y a un problème. Lequel? Il y a un problème. On ne peut pas vouloir d'une grande Côte d'Ivoire. On ne peut pas vouloir d'une grande Côte d'Ivoire et ne pas mettre à la disposition des citoyens une police qui a à sa possession le minimum. C'est-à-dire des imprimés qui vont servir donc à faciliter son travail, c'est-à-dire des moyens qui vont lui permettre d'être assez mobile et donc de fonctionner de façon fluide pour assurer notre sécurité. Je crois qu'il ne suffit pas juste, Christelle, ça je le dis sur le plateau, vraiment sans faux fuyant, de juste dire qu'on veut être grand. Mais il faut se donner les moyens de ressembler à des personnes grandes, à des personnes qui veulent aller de l'avant. Il faut doter nos services de sécurité des moyens dont ils ont besoin pour travailler au mieux. On ne dit pas que rien n'a été fait, mais on se dit qu'il y a des basiques qui devraient logiquement être faites depuis et qui nous étonnent, dont on est étonné de constater aujourd'hui que ce n'est pas encore fait. Est-ce que justement ce n'est pas la grandeur qui appelle le changement démarré par cette initiative? Oui, mais même si Christelle, excusez-moi, ça là,
Ce n'est pas la grandeur. Ça, là, quand vous dites ça, là, c'est quoi? Je dis les mesures prises dans ce communiqué-là. Pour moi, ce n'est pas la grandeur. C'est quoi? Ça même, on n'est même pas encore même devenu moyen. Parce que ça, c'est le démarrage. C'est le démarrage même. Voilà. Donc, si on parle de grandeur, c'est des étapes qu'on doit avoir franchies depuis des lustres. Mais comme je le dis, on ne va pas ressasser encore le passé. On a fait un constat. Les choses ne sont pas faites dans les règles de l'art. Aujourd'hui, on décide d'appliquer la loi et de faire dans les règles de l'art. Donnons-nous les moyens de construire, de bâtir un pays qui ressemble à l'ambition qu'on a. Parce que vraiment, moi, c'est des éléments assez bas. Et ça, il y en a plus dans plusieurs secteurs, c'est même pas la police. Dans plusieurs de nos secteurs d'activité et de vie, il faut qu'on en sorte. Il faut qu'on en sorte une bonne fois pour toutes et qu'on donne l'image qu'on veut pour notre pays. On veut une grande Côte d'Ivoire. Ça suppose qu'il y a des éléments basiques qui ne doivent même plus être sujets de débat dans notre pays. Et ça en fait partie. Et d'autres sujets encore en font partie. On aura l'occasion d'en parler sur le plateau. Mais il faut que quelque chose soit fait. On ne peut pas laisser les choses comme telles. Merci. C'est avec plaisir, Élysée. Docteur Barry, je vous voyais sourire pendant les interventions d'Élysée. Non, parce que je ne sais pas combien de fois j'ai dû payer pour des objets perdus, donc c'est ce qui me fait rire en fait. Bon, en même temps, comme je disais, ça a été fait, mais maintenant, est-ce qu'avec ce nouveau point, on n'est pas en train de dire à tous, aux usagers et même aux différents responsables des commissariats, attention, voilà ce que dit le DGPN. On espère que ce sera le cas. L'espoir. Vous n'y croyez pas, docteur Barry? Non, mais souvent, voyez-vous, c'est difficile de. Il y a ce qu'on dit là, dans le bureau, le grand bureau central, et il y a ce qui s'est fait sur le terrain. Je pense que M. Komoué n'a pas manqué de souligner quelques difficultés auxquelles sont confrontées les forces de l'ordre. Quand un policier t'explique ce genre de choses, toi-même, malgré que tu aies payé tes 2000 francs, tu compatis à ces difficultés. Mais quand la loi des finances, la dernière loi des finances, je pense que le budget du ministère de la Sécurité et de l'Intérieur tourne autour de plus de 900 milliards de francs CFA. Ça veut dire qu'il y a encore du boulot. Rien n'est acquis. Maintenant, il va falloir s'assurer que les commissariats respectifs respectent la consigne qui a été donnée par la hiérarchie. Pour que sur l'ensemble du territoire. Tout à fait. Pour que les citoyens qui sont victimes de vols ou qui ont perdu leurs objets puissent naturellement déclarer la perte de leurs objets sans avoir à payer quoi que ce soit. Très bien. Daouda? Bon, Christelle, je suis un peu embêté sur le plateau. Pourquoi? Parce que pendant que je suis assis, je reçois plein de messages de mes amis policiers qui essaient de m'expliquer un peu la situation. En fait. Là, ça sera voilà, je vais essayer de vous partager un peu. Oui. Ils m'expliquent qu'en réalité, comme Marius le disait, l'imprimé est confectionné par un privé et l'imprimé coûte 1500. L'imprimé coûte 1500. 1500. Et le timbre, c'est vrai que Marius a dit que c'était gratuit, c'est offert. Non, il dit que ce n'est pas offert. C'est vendu par les mairies à 500 francs. Donc ça fait déjà 2000 francs. Ça fait déjà 2000 francs. Donc c'est les 2000 francs en réalité que eux répercutent en fait aux citoyens qui doucement, voilà, doucement. Non, on l'écoute. Parce que moi je suis vraiment. Voilà, moi je suis vraiment. Tout doucement. Olivier, doucement, calme-toi. Allons-y, respire. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est vrai que nos forces de défense et de sécurité, notamment la police, ils ont leur tard. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, nous avons une imprimerie nationale. C'est le privé? C'est le privé? Et c'est le privé. C'est dans le privé qu'on va prendre ces imprimeries. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça tient pas du tout la route. Je suis d'accord avec vous. Je pense que l'imprimerie nationale de Côte d'Ivoire devrait pouvoir fournir gratuitement. Le ministère... Mais en fait, il y a comme une forme de gabégie orchestrée même dans notre État même. Je vais faire une petite digression, si vous le permettez. Allons-y. Chaque année, on a des problèmes de tabac. Le ministère de l'Éducation nationale, dans les écoles, le ministère de l'Éducation nationale est obligé d'aller payer des tabacs dehors, dans le privé. Pendant qu'on a le BMA, l'école de menuiserie qui est à Koumassi. C'est-à-dire qu'on a des machines où des privés viennent confectionner des bancs avec le matériel de l'État, mais qu'on va les revendre encore plus cher à l'État. C'est pas sérieux. Nous ne pouvons pas avoir une imprimerie nationale et on est dans l'incapacité de dire voici les imprimés que nous vous donnons, même si c'est à 100 francs ou bien c'est à 200. Parce que le rôle du policier, ce n'est pas... Lui, il ne va pas prendre ça de sa poche pour nous donner aussi. C'est clair.
Voilà. Donc il faut que l'État joue aussi sa Et partition. vous dites que l'imprimé, il le paie à 1500. À 1500, selon l'information Que vous que, avez reçue. que je reçois. Je ne pourrais pas citer des noms, des Bien, tout. non, Voilà. on demandera même Voilà. pas. Ouais. Je ne peux pas citer des noms. Mais si quelqu'un paye l'imprimé à 1500 chez un privé, mais pourquoi vous voulez que lui, il vous le fasse, il vous le fasse gratuitement? Ce n'est pas C'est possible. le timbre à 500 francs avec la mairie. Avec la mairie. Donc, ce qui veut dire que le directeur général de la police, tout à l'heure, je vous ai dit que je n'y crois pas. Parce que même si c'est mis en place, même si ça marche, Barry a dit quelque chose qui est important. Il y a ce qu'on se dit à la direction générale de la police, mais quand nous qui sommes sur le terrain chaque jour avec eux, priez Dieu, n'ayez même pas un accrochage sur la route. Parce que vous avez un accrochage, vous allez passer 2 heures du temps à attendre le service de constat, qui va toujours dire il n'y a jamais de carburant. Pourtant, ils ont des motos, hein. Ils ont été dotés de motos, mais ils n'ont pas de carburant. Un carburant 1000 francs, ça peut les faire venir, mais ils n'ont pas de carburant. Très bien. Voilà. Alors, Élysée, Bon, moi, vraiment rapidement. On va aller tout doucement. Oui, non, rapidement. Non, doucement, je sais que tu Non, calmez-vous. allons-y. Voilà, en 30 secondes, je pense que les informations qu'on reçoit, aussi bien de Marius et de Daouda, et qui émanent de la police visiblement, moi, m'interpellent. Je crois que la logique voudrait que dès la sortie de cette émission, on diligente un audit. Moi, je pense que les responsables de l'État doivent diligenter un audit. Mais attends, soit on est dans un État, soit on est dans un marché où les gens sont là On juste n'est pour pas faire... dans un marché, Non, en tout cas. non, Mais c'est c'est ça, pas c'est le méchant. mot exact. C'est pas on méchant. comprend bien, C'est pas on méchant ce que je suis en train de comprend dire. Soit on est dans un État, ou on est dans un marché où les gens sont juste là pour faire du business et du chiffre. Ça nécessite qu'on diligente un audit. Qui fait quoi et pourquoi quelque chose qui est censé être livré gratuitement à des privés et à qui a pris d'argent par la police qui est censée faire ce service. Et c'est qui d'ailleurs même qui a passé le marché? Quel était l'avantage de passer ce marché? Christelle, la grande Côte d'Ivoire, je rappelle encore qu'on veut, nécessite qu'on ait des comportements différents de ce qu'on a eu par le passé. C'est tant est que je dis, notre volonté c'est de construire une grande Côte d'Ivoire. Il faut qu'on commence dès maintenant à adopter des attitudes qui font que les pays que nous admirons et que nous applaudissons là sont arrivés là où ils sont. Et ça commence déjà par ça. Vous souhaitez donc que ce marché-là soit cassé et que l'imprimerie Je ne dis pas que ce soit nationale- cassé, je dis qu'il y ait un audit. Oui, mais Vous parlez comme les Docteur gens, la DER des DER. Docteur Barry a demandé la parole avant. Docteur Barry, pardon. C'est important. On me fait savoir que Qui vous fait savoir? ma source, Ses amis policiers. mais ma source me fait savoir que... Non, c'est important de vous le dire. allez-y. Ne donne jamais sa Voilà. source. Les seuls imprimés, l'État ne donne gratuitement que les imprimés qui sont liés au changement de domicile, c'est-à-dire la carte de résidence. Ok. Et généralement, cet imprimé-là aussi qui est donné là, c'est quand il y a- On paye De Je résidence sais. là. Parlons un à un, s'il vous plaît, messieurs. Allons-y, Daouda. Oui. Qu'est-ce que la source dit? Oui. C'est une source policière. Hein. Oui, les cartes de résidents, les certificats de résidence qui sont donnés là. En fait, on ne paye pas seulement que pendant la période électorale. C'est quand il y a élection qu'on donne gratuitement. Comme le certificat de nationalité et autres là. Quand il y a élection, c'est gratuit. Mais quand il n'y a pas élection, il faut payer. Vous voyez que ça ne fait pas sérieux. C'est pourquoi dès l'entame, je vous ai dit, je n'y crois pas. Très bien, Daouda. On avait noté. Voilà. Allons-y, Christelle, docteur Barry. je pense Oui. que pour le petit on débat, termine avec vous pour le petit débat que nous avons eu déjà, il y a beaucoup d'informations qui sortent. Comme je l'ai dit, il y a ce qui est écrit et il y a ce qui se fait qui est une autre réalité. Élysée, moi, je partage entièrement son point de vue. Il faut un audit. Un audit pourquoi? Pour situer les responsabilités Déjà, il faut et comprendre. corriger ce qui ne va pas. C'est un audit qui peut vous permettre de corriger ce qui ne va pas au niveau des imprimantes, au niveau des marchés attribués aux institutions. Il faut un audit pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas et pour améliorer la situation au bénéfice des Ivoiriens. Tout à l'heure, Daouda, dans ses propos, a dit qu'il y a comme une forme de gabégie Non, mais il a raison. Gabégie orchestré. Hein. Oui, très bien, mais il y a... Au profit de... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il J'apprécie vous plaît, d'ailleurs messieurs. ton expression Messieurs, de faire un audit. Messieurs, merci beaucoup. Comme je dis, je le redisais à Marius, nous sommes dans un état sérieux. Et je ne pense pas que les gens Il y aient a beaucoup de choses orchestré à dire. très bien. Mais on retient quand même que nous voulons être une grande Côte d'Ivoire. Absolument. Et ça passe forcément par des ajustements. Ça ne doit pas être Et un sport, ça doit être une réalité. Et c'est clair. Et c'est clair que je pense qu'avec les sources qui commencent à envoyer des informations, en seconde partie, on sera donc avec notre invitée Rokhaya Diallo, journaliste française, autrice, réalisatrice, dictionnaire amoureux du féminisme. Ça sera donc à l'agenda. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Rokhaya,
Diallo est là, annoncé dès l'entame. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, journaliste française, autrice, réalisatrice. Avec vous, on essaiera de comprendre les motivations et surtout ce livre, Dictionnaire amoureux du féminisme. Mais avant, vous êtes engagée contre le racisme, le sexisme et pour les droits des minorités en général. Votre travail de journaliste et de réalisatrice en faveur de l'égalité a été récompensé à de multiples reprises. Selon le New York Times, vous êtes une des activistes antiracistes les plus importantes en France et on espère dans le monde entier. Aussi de nombreux ouvrages, journaliste pour le Guardian et le Washington Post. Vous intervenez régulièrement dans les médias et vous co-réalisez le podcast Kiffe ta race avec Grace Lee. À quel moment vous devenez féministe? Parce que vous dites que vous l'avez été depuis longtemps, mais qu'est-ce qui a été le déclic? D'où est parti le déclic? Alors, il y a eu plusieurs déclencheurs. Le premier, c'est que quand j'étais au lycée, j'ai choisi l'option sciences économiques et sociales. Et dans le cadre de ce cours, j'avais à peine 16 ans, on apprenait tous les chiffres relatifs au marché du travail. Et donc, quand j'avais 16 ans, j'ai appris qu'en tant que femme, il y avait de fortes probabilités que je sois moins bien payée que les hommes. Et je dois vous avouer que ça m'a choquée de me rendre compte qu'en faisant des études équivalentes, j'encourais le risque d'avoir une carrière qui me récompensait tout simplement moins que les hommes, tout simplement parce que j'étais une femme. Et puis l'autre chose qui m'a interpellée à titre plus personnel, c'était plus les questions que je me suis posées par rapport au partage des tâches domestiques dans ma fratrie. Il se trouve que je suis l'aînée d'un petit frère et qu'à un certain âge, ma mère m'a demandé de contribuer aux tâches domestiques, ce que j'ai fait évidemment puisque c'était ma mère, je n'avais pas vraiment le choix. Et quand mon frère a atteint le même âge que moi, je suis allée voir ma mère en lui disant il a le même âge que... Il devrait contribuer. Peut-être qu'il devrait contribuer et ma mère n'a pas refusé. Mais en fait, on s'est retrouvés dans une situation où mon frère s'est impliqué dans les tâches domestiques comme moi. Et ma mère m'a dit qu'effectivement, si je n'avais pas posé la question, elle ne se la serait pas posée non plus. Et donc, j'ai grandi dans ce foyer assez équitable entre mon frère et moi, où on contribuait également aux tâches domestiques. Et donc, vous constatez ça chez vous, mais ailleurs, non, vous dites, attention, il y a des choses à régler. Effectivement, je me rends compte très très vite qu'ailleurs, il y a encore plein de questions à régler, qu'il y a des inégalités sur le marché du travail, qu'il y a encore plein de raisons pour lesquelles les femmes doivent protester, sur les questions des violences qui sont encore aussi très très importantes. Et puis comme jeune journaliste, quand je commence notamment à participer à des débats comme celui-ci, avec souvent une majorité d'hommes, ce dont je me rends compte, c'est que quand je prends la parole, on m'interrompt beaucoup plus que les hommes. Et donc, il m'arrive je dois déployer beaucoup d'énergie pour m'imposer, pour ne pas être interrompue et pour pas que des voix, les hommes avec leur voix grave, couvrent ma voix et me prennent au sérieux, tout simplement. Très bien. Dictionnaire amoureux du féminisme, Daoud, on commencera par vous. Il y a cette œuvre-là, regardez, et puis d'autres aspects de son attachement au féminisme et ses autres combats. Allez-y. Je pense que Rokhaya et moi, on avait déjà commencé dans les loges. Tout à fait. Voilà. En fait, aujourd'hui, moi, ce que je veux savoir, c'est que quelle définition aujourd'hui vous donnez au féminisme dans ce monde assez complexe où on a différentes formes de féminisme. Finalement, nous autres hommes, on s'y perd. Vous, Rokhaya, quelle est votre définition? Et en fonction de ça, je ne vais pas vous interrompre, rassurez-vous. Merci beaucoup. C'est assez simple. Alors, je pense qu'il y a différentes expressions du féminisme, mais que toutes tendent vers la même chose, c'est-à-dire la libération des femmes et la libération de leur voix. Et donc, le féminisme, je le définis parmi 150 mots dans ce dictionnaire amoureux. Et pour moi, c'est très, très simple. C'est l'égalité entre les femmes et les hommes et l'égalité d'accès aux droits économiques, culturels, à l'autonomie corporelle et au droit de disposer de son corps. Donc, c'est une possibilité pour les femmes d'être présentes dans la sphère publique, économique, politique, à égalité avec les hommes et d'avoir aussi les mêmes opportunités et aussi le même respect. Je pense que c'est ça qui est D'accord. important. Quand vous dites cela, parce qu'aujourd'hui, j'ai posé cette question, j'ai votre définition. Moi, je sais qu'en Côte d'Ivoire, ici, il y a beaucoup de lois qui ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire pour favoriser la gente féminine. Et donc, sur certains points, ça a appliqué. Souvent, l'application, c'est assez complexe. Donc, en matière d'égalité salariale, il y a vraiment, je vais dire, je ne connais pas pour le privé, mais dans le public en Côte d'Ivoire, à salaire égal, sexe, bon, tout est... Voilà. À diplôme égal, À diplôme égal, salaire égal. Ça existe. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on est confronté à une problématique. Vous venez de la France, vous avez fait les États-Unis et autres. Je pense que vous êtes... Je précise, je suis originaire du Sénégal et de la Gambie. Voilà. Je viens d'ailleurs récemment de Sali, c'est très, très, très beau pays. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, techniquement, est-ce que vous pensez que la conception du féminisme qu'il y a en Occident, on peut l'implémenter ici directement
sans essayer de, comment on appelle ça, De tenir compte de nos de tenir traditions. compte de nos réalités en fait Si on a aujourd'hui. une vision peut-être de ce féminisme Non, importé. parce qu'en fait, le féminisme qui est là-bas, c'est qu'en en réalité, ce qu'elle dit, c'est qu'aujourd'hui, on se bat pour que l'égalité soit, tout le monde soit au même niveau. Tout à fait. Sauf qu'ici, en Côte d'Ivoire, et notamment en Afrique, ouais. il y a la pesanteur sociale et autres. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'adapter? Parce qu'ici, quand on entend souvent certaines de nos sœurs, on a l'impression que les hommes sont le problème. Ils sont à la base des péchés, de tous les péchés d'Israël. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre la Il y a pesanteur? plusieurs questions dans votre question. Voilà. Ce que je pense, c'est que tous les féminismes sont localisés. Je pense que c'est important pour chaque pays de se souvenir que localement, il y a toujours eu des femmes qui sont battues pour les autres femmes. Moi, je suis d'origine sénégalaise. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Aline Sinoé-Data, qui est une femme qui est issue de l'histoire du Sénégal, et que le féminisme sénégalais, il est ancré dans l'histoire du Sénégal. Et que, évidemment, il n'est jamais question d'implanter un regard étranger et de penser qu'il y a une courbe historique qui serait en fait la même dans tous les pays. Chaque pays gère ses propres évolutions en fonction de ce qui est local. Et je pense que les féministes ivoiriennes ont des inspirations locales et font aussi en fonction de ce contexte. Alors, est-ce que les hommes sont le problème? En tout cas, ils sont au centre, puisqu'effectivement, la question du féminisme, c'est la question du patriarcat. Le patriarcat, c'est un système de domination qui bénéficie aux hommes. Donc, que vous le vouliez ou non, en tant qu'homme, vous tirez des bénéfices d'un système qui, à la fois, exploite et asservit les femmes. Et donc, je pense que les hommes sont problématiques à partir du moment où ils ne veulent pas prendre conscience de leur position et ils refusent d'accepter que les femmes, en fait, expliquent que, en fait, des siècles d'oppression, ça produit de l'inégalité. Très bien. Voilà. Donc, est-elle musulmane ou va chrétienne? sortir. Je suis musulmane Vous êtes pratiquante. musulmane. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'une des religions les plus patriarcales, c'est Je pense que les religions sont interprétées et que pendant des millénaires, elles ont été interprétées par des hommes. Dans mon dictionnaire amoureux du féminisme, il y a un portrait de Khadija, qui est une des femmes les plus importantes de l'islam, qui était la première épouse de notre prophète et qui est une figure qui était plus âgée que lui, qui a financé justement sa volonté en fait, de permettre de répandre un petit peu l'islam. C'est une femme voilà, qui a épousé un jeune homme alors qu'elle avait 40 ans, qui était une riche marchande. Et c'est un exemple pour moi de femme forte et qui vient de l'islam et qui est un personnage hautement révéré bien. en islam. petite interprétation du Coran de Non, mais Rokhaya, après, là. il y a eu des féministes musulmanes. Moi, je vous invite à les lire comme Amina Wadoud, qui réinterprète justement les textes à l'aune des priorités féministes. Et c'est pareil dans toutes les religions. Très bien, à l'aune des priorités féministes. Hein. Marius Vous Komoé. vous dites derrière le mot féministe, on imagine donc l'agressivité de femmes acariâtres, vindicatives et seules. Cliché sexiste qui aurait dû en alerter plus d'une. Vous vous adressez particulièrement à qui? À vos sœurs africaines? Non, ce que je dis, c'est qu'effectivement, quand on essaye de diaboliser en fait, un mouvement d'émancipation, c'est jamais bon signe. Vous avez évoqué le fait que je sois engagée contre le racisme en France. Moi, je sais qu'en France, les antiracistes aussi, on les diabolise. On va faire croire qu'ils sont contre les Blancs, qu'ils sont vindicatifs, qu'ils sont violents, alors qu'en réalité, ce à quoi ils aspirent, c'est tout simplement à l'égalité, au respect. Et je pense que même dans l'histoire, les mouvements contre la colonisation étaient diabolisés de la même manière. Donc l'image de la féministe aigrie, méchante, etc., c'est une image sexiste. Seule, alors qu'en réalité, le féminisme, c'est la solidarité, c'est la sororité, c'est quelque chose qui a toujours nourri les luttes en faveur des droits des femmes. Croyez-vous véritablement à l'égalité entre l'homme et la femme? Je crois profondément à l'égalité de tous les êtres humains entre eux, oui. Égalité devant la loi, mais égalité physique? Égalité... Il y a des femmes qui sont plus fortes que des hommes, il y a des femmes qui sont moins fortes que des hommes. Je pense que, par exemple, Serena Williams est plus forte que la plupart des hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui ne peuvent pas vivre rivalité, mais je pense que la question, ce n'est pas seulement la physionomie et le physique, c'est la question sur simplement du respect. Et je pense que égalité, ça ne veut pas dire identité. Ça ne veut pas dire qu'on est identique. Ça veut dire que chaque individu, en fait, est différent. Et parmi les individus, il y a des gens qui sont plus ou moins forts physiquement, plus ou moins grands. Pour autant, on doit vraiment obtenir la même considération devant la loi. Merci Marius. Docteur Loirier. Quelle analyse faites-vous, vous qui évoluez dans 3 milieux? Je veux dire que vous êtes originaire du Sénégal, n'est-ce pas? Et j'ai vu que vous étiez chercheuse attachée à un centre de recherche à Georgetown. Ça veut dire que vous fréquentez le milieu anglophone et vous êtes française. Donc ça vous fait 3 cercles. Quelle analyse faites-vous de la perception du féminisme dans ces 3 sphères-là? Qu'est-ce qui les différencie? Quels sont les points de similitude? Alors je pense que ce qui est similaire, c'est vraiment la volonté commune de permettre aux femmes d'avoir leur propre voix et de parler depuis elles-mêmes. Ce que je constate un peu partout dans le monde, c'est qu'il y a une montée des autoritarismes et qu'il y a aussi une remise en question des droits des femmes. Par exemple, ce que je peux dire au Sénégal, c'est que les femmes n'ont jamais été aussi mal représentées dans le gouvernement, alors que c'est un pays où il y a toujours eu de...
Pardon ? La Gambie également? La Gambie, il y a eu un problème assez grave il y a 2 ans, c'est que la loi qui interdisait les mutilations sexuelles a failli être abolie et il a fallu la mobilisation de féministes gambiennes pour que finalement elle ne soit pas abolie. Donc en fait, même quand des victoires sont obtenues, parfois il y a le risque en fait que ça tombe. Et aux États-Unis, on voit qu'avec Donald Trump, avec son entourage, les femmes ont perdu de nombreux droits et que c'est un pays qui est en train de basculer vraiment dans un régime autoritaire. Et puis la France, je pense que vous savez qu'on est pas très loin de basculer vers l'extrême droite et l'extrême droite n'a jamais été l'ami des femmes. Donc effectivement, il y a des points de vigilance à avoir partout dans le monde, quels que soient finalement les mouvements qui existent sur le terrain. Petite relance, Dr Barry, Élisée? Oui, je voudrais rebondir sur sa chute pour dire qu'après un tel développement, selon vous, quel devrait être, je vais dire, quel devrait être selon vous ce féminisme-là qui soit adapté à la complexité aujourd'hui de ces sociétés contemporaines-là? Je pense que c'est un féminisme déjà qui doit être décolonial, donc qui ne doit pas considérer qu'il y a des voix de femmes supérieures à d'autres. Je pense que par exemple pour moi, quand je viens en Côte d'Ivoire, l'important c'est l'humilité et c'est l'écoute. C'est-à-dire que moi je suis venue ici apprendre. Je ne suis pas venue donner des leçons aux femmes ivoiriennes, mais je suis vraiment venue apprendre d'elles et les entendre. Et je pense que l'inclusivité, c'est le fait de justement tirer de nos expériences singulières des enseignements qu'on peut après effectivement utiliser pour comprendre en fait les mécanismes patriarcaux, sexistes à travers le monde. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'inclusivité, c'est vraiment une priorité. Et je constate aussi avec vous que le féminisme de plus en plus prend un peu de l'ampleur. Je suppose qu'avant que vous n'arriviez en Côte d'Ivoire, vous avez pris le temps d'étudier un peu, de comprendre un peu la sociologie, la psychologie et tout ça. Selon vous, quel état ou quel constat faites-vous du féminisme dans notre pays et quel devrait être en réalité, je vais dire, l'aboutissement de votre démarche? Alors moi ici, je suis venue discuter. Il se trouve que j'ai été invitée par l'Institut français. On a un café littéraire demain autour du dictionnaire amoureux. Et surtout vendredi, on a une discussion avec plusieurs féministes ivoiriennes autour des enjeux contemporains. Et moi, c'est vrai que j'attendais, évidemment j'ai lu des choses, mais j'attendais davantage de cette discussion et des rencontres avec les différentes activistes pour comprendre en fait quelles étaient les priorités, quels étaient les enjeux. Ce que je comprends, c'est que où qu'on soit dans le monde, la priorité, c'est souvent la protection des femmes et leur sécurité physique parce que, où qu'on soit, effectivement, on est toujours exposé à des dangers par rapport à ce qui peut nous arriver physiquement. J'ai aussi lu dans votre bio, en faisant la recherche sur vous, que vous avez créé WORD, qui est donc la première école dédiée à la prise de parole en public. Pensez-vous que la prise de parole en public est importante dans notre société aujourd'hui? Si oui, pourquoi? Alors oui, effectivement, j'ai créé cette école de prise de parole en public il y a 3 ans parce que, comme vous l'avez dit, je prends la parole dans le public, je prends la parole dans le débat français depuis quelques années. Et ce que je constate, c'est que souvent, je suis une des seules femmes autour de la table et surtout, très souvent, la seule personne noire. Et je me rends compte que pour les personnes non blanches, pour les femmes, c'est beaucoup plus difficile, il y a beaucoup plus de freins. Et moi, ce que je voulais transmettre, c'est ce que j'avais appris justement des moments où c'était un petit peu difficile de prendre la parole pour moi. Et on a effectivement fait des formations en France, en Suisse. Et c'est vrai que je suis très intéressée par l'idée de transmettre et de partager en Afrique, sur le continent, parce que je crois que prendre la parole, prendre l'espace public, c'est aussi imposer des idées. Et pour les femmes, c'est capital, c'est vraiment fondamental. Revenons, Daouda, permettez, revenons un peu sur cette idée qui souvent fait hérisser les cheveux de plus d'un. L'autonomie corporelle pour la femme africaine, ça veut dire quoi dans le contexte du féminisme? Mais ça veut dire pouvoir librement disposer de son corps et puis surtout ne pas subir des contraintes. Après, on va dire les mots. Le mariage forcé, par exemple? Tout ce qui est contre la volonté des personnes, c'est-à-dire que les personnes doivent contracter de manière volontaire et le consentement, oui, effectivement, c'est important. Et après, évidemment, je pense aux agressions sexuelles et sexistes, ça c'est fondamental et je pense évidemment aux coups et parlons vraiment très clairement aux féminicides. Nous, c'est un fléau qui existe partout dans le monde. Ouais. Les Nations Unies l'ont décrit comme un fléau qui intervenait vraiment à une fréquence absolument désolante. Il y a une historienne qui s'appelle Christelle Tarot qui a écrit un très gros ouvrage qui s'appelle Féminicide, qui porte aussi dans cet ouvrage des voix de femmes africaines. Et elle considère que le féminicide, c'est le crime de propriétaire. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui considèrent qu'ils ont droit de propriété sur le corps des femmes. Et c'est pour ça qu'ils se permettent de les abuser et parfois même de les tuer. Et ça, c'est un phénomène sur lequel il faut vraiment avoir un mot important parce que c'est absolument désolant. Et aussi la question, c'est la question de comment on ne stigmatise pas les femmes. C'est-à-dire que quand les femmes sont agressées, souvent, c'est leur comportement qui va être étudié. On va se demander comment elles étaient habillées, ce qu'elles faisaient là, alors que la réalité, c'est que souvent, ce sont les hommes qui abusent de leur pouvoir sur elles et ce sont eux qu'il faut questionner leur comportement et leur présence à cet endroit. Daouda? Non, en fait, moi, je la suis depuis très longtemps. Je suis les médias, je la vois se battre, souvent avec quelqu'un que j'aime bien,
hein, techniquement, pas dans sa notion des choses, je parle des Zemmour. Oh, Oui, je sais. Donc, quand Ouais. je parle des Zemmour, non, c'est que techniquement... idéologiquement, ça va pas. Non, idéologiquement, non. Idéologiquement, je suis vraiment pas avec lui. Oui. Mais techniquement, dans la rhétorique, j'aime bien sa rhétorique. Mais la première question que je vous pose, c'est... En fait, comment est-ce que vous arrivez à gérer la violence numérique et les attaques personnelles à votre endroit? Parce que je sais qu'il vous a déjà attaqué et beaucoup d'autres personnes aussi vous ont attaqué. Comment est-ce que vous gérez les attaques personnelles? Première question. Et la deuxième question, c'est juste une caricature, même j'ai envie de dire une boutade. On parle de féminisme et autres, tout ça. Mais quand Rokhaya va au restaurant avec... elle a un date à un restaurant, elle paye sa part ou pas? Alors, 2 questions. La première sur comment on gère l'agressivité, c'est pas facile. Ce qu'on sait, c'est documenté par les instances internationales, c'est que dès lors que une femme prend la parole dans l'espace public, elle est exposée à beaucoup plus de violences, du cyberharcèlement, des menaces de viol. Moi, j'ai été une des premières personnes en France à faire condamner quelqu'un pour menace de viol en 2013. Le mot de cyberharcèlement n'existait même pas. J'ai fait condamner une autre personne pour menace de mort à caractère raciste. Donc c'est vrai que mon quotidien sur les réseaux, c'est de recevoir énormément d'injures. Et les injures sont amplifiées par le fait que je sois une femme noire et effectivement musulmane. Donc ça, c'est pas facile, hein. Je vais le reconnaître. On essaie de bien s'entourer, on essaie d'avoir une bonne hygiène de vie et puis on attaque, on porte plainte quand c'est possible. Ce qui est difficile aussi, c'est vraiment le discours public, donc des intellectuels qui vont s'en prendre à moi, qui vont m'accuser d'un certain nombre de choses. Donc j'ai intenté pas mal de procès, parfois je gagne, parfois je perds. C'est pas simple, ça demande de l'énergie, ça demande des ressources matérielles et mentales. C'est pas simple et c'est vrai que je dis souvent aux gens qui s'engagent dans la sphère publique qu'il faut savoir que les gens ne sont pas prêts et n'ont pas envie d'entendre, notamment des femmes noires, dénoncer les oppressions telles qu'elles existent. Puis après, la question du date, je suis mariée, donc la question ne se pose plus aujourd'hui en ces termes, mais chacun paye selon les circonstances. Mais je crois qu'il n'y a pas de règle, en fait. Chaque couple établit ses propres règles. Et non, la je question, crois qu'il y a pas de- la question avait un vraiment- double sens, en fait, Rokhaya. Parce que généralement, on parle de féminisme, généralement, on parle d'égalité et autres. Sauf que sous nos yeux ici, notamment, je vais dire en Côte d'Ivoire, le féminisme, c'est dans un sens, en fait. Et quand on parle d'égalité, on dit à diplôme égal, salaire égal. Donc quand on doit aussi aller pour payer, il faut qu'au moment de la paye, ça soit aussi égal. Sauf que généralement, dans notre société, dans la conception d'une certaine frange, je sais que Christelle me regarde mal, c'est pas bien grave, d'une frange de la société féminine, c'est que l'homme, il doit pratiquement tout payer. Malheureusement, cette frange est la plus nombreuse. Bon, non, j'ai pas envie de... Je préfère être très nuancé. Vous avez des Je dis réclamations. une frange Ça vous a mini- coûté cher Il y a des réclamations à faire. Il y a vous des avez demandé réclamations, en fait. remboursement, là. Oui, un remboursement. Non, alors moi j'entends des femmes parfois, et je trouve que c'est très intéressant ce qu'elles ont à dire, c'est que parfois elles disent que préparer un date pour une femme ça coûte très cher. Ça coûte très cher parce que nous les femmes en fait, on est formatées, on est très encouragées à investir dans notre apparence physique. Et investir dans l'apparence, ça veut dire payer des vêtements, du maquillage, la coiffure, etc. etc. Et du coup il y a des femmes qui vont dire cet investissement-là, moi je considère qu'il doit être compensé parce que je fais des efforts pour me présenter d'une certaine manière dans un rendez-vous et qu'il n'y a pas de raison qu'en face cet effort ne soit pas compensé. Moi je pense qu'il faut tout entendre, que Est-ce tout que est ça, c'est discutable. objectif? Elle dit, tout doucement, messieurs, tout doucement. Elle dit, on doit tout Mais entendre. vous êtes marié. Marius, comment Qu'est-ce que est- vous avez à faire avec votre apparence extérieure? Mais est-ce que, enfin, parce que vous pensez en fait qu'on vit que notre apparence peux elle même est pas- uniquement pour les hommes. Marius, Vous pensez doucement. pas Moi, j'ai envie de me regarder et de me sentir bien. Non, mais vous voyez que tout de suite, on vous avait sorti Non, mais de Marius, votre... Bah attends, oui, mais évidemment. hello. Non, mais en fait, on ne vit pas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les femmes ne vivent pas On a uniquement touché le côté à travers. féministe. Non, mais les femmes ne vivent pas uniquement à travers le regard des hommes. Non. Elles vivent à travers leur propre propre regard, regard. le Non. regard de leur père. Moi, je le pense que regard ma de question leur a été mémoire. dévoyée par les petites nations pirates. alors- Ce que je veux dire, c'est que ce que je dis est Voilà, documenté. allez-y. Ce que je dis est documenté. Le fait que les femmes investissent davantage d'argent pour que conformer leur physique à des canons de beauté qui sont plus oppressants pour elles que pour les hommes, c'est certain. C'est-à-dire que le corps des femmes est beaucoup plus scruté et critiqué que celui des hommes. Dès qu'on apparaît sur la sphère publique, vous voyez les puis, je veux dire, commentaires. c'est une femme. C'est une femme qui doit, voilà, c'est une femme. Et mais la et femme je doit pense que voir. c'est- Rokhaya, Oui, c'est ça. Rokhaya, je pense qu'on est en train de partir vers la fin, mais Non, juste on a petite terminé précision Daouda. rapide. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, On le n'a sou pas de la, le beurre ni de- l'argent de du la beurre, crémière. là. Parce On que, n'y est pas encore. vous savez, il y a quelqu'un qui a dit en Côte d'Ivoire On n'y ici est pas, que monsieur. la main qui donne, c'est la main qui ordonne. Vous voulez recevoir, mais Merci après, vous beaucoup, ne voulez pas Daouda. que... Merci. Mais pour l'instant, on n'est pas à égalité, donc on ne reçoit pas en fait ce qu'il En faut. Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a égalité. La société Merci égalitaire beaucoup. même existe. Et vous voyez, Inch'Allah, hein. Rokhaya, vous serez d'accord avec moi que sur ce plateau est l'exemple même de ce qui est décrié partout,
Ils ont une vision assez... Étriquée. Non, du tout, Oui. du C'est le tout, mot, du tout. étriqué. Et un peu plaintive. Étriqué. Vous vous plaignez beaucoup. Hein. Non, Élysée, Nous sommes en souffrance. Oh. Non, Nous alors, sommes des Élysée, garçons s'il battus. vous plaît, messieurs, c'est de ça qu'on parle. Il faut Nous sommes lutter. des hommes battus. Docteur Barrès, vous avez la Vous parole. avez l'air très bien portants tous. Hein. Élysée Bolibo voulait dire un dernier mot. Je ne sais pas si on aura la capacité, mais c'est bon. Il ne ça veut va. pas avoir de problème. Le problème, c'est que nous, on sait Merci se beaucoup, calmer, messieurs. on ne se plaint pas beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Vous avez tous sauté sur les côtes, vous n'êtes pas du Joker. Il n'y a aucun calme ici. Merci beaucoup, Rokia, d'être venu Merci à partager vous, c'est un votre plaisir. vision du Merci. féminisme. Et bravo à vous pour vos différentes actions. C'est très, très bien. Merci Moi, en beaucoup. tout cas, je vous encourage. Merci à vous. En plus, Non, elle est- pas elle- vous elle est l'encouragez, le chroniqueuse, plateau elle est chroniqueuse l'encourage. Non, moi, j'ai beaucoup Elle est d'admiration pour chroniqueuse vous. sur hein. des chaînes de Et télé c'est et de ça, vous radio n'avez pas la en France. parole et vous la prenez. C'est ça Non, c'est parce qu'on est... C'est parce qu'on a... Vous savez, ça s'appelle le mansplaining, en fait. Des hommes qui expliquent à une femme compétente des choses qu'elle sait mieux qu'eux. Tu vas te faire recadrer tout à l'heure, je sens Merci ça. beaucoup. Alors, messieurs, merci Rokhaya. Merci à vous. Wonderful job, merci. Demain, c'est à quelle heure Demain, c'est à 16h, de 16h à 18h, le café littéraire à l'Institut français. Et vendredi, de 18 à 20h, avec plein de féministes Très ivoiriennes. bien. Ça va être génial. Magnifique. Merci beaucoup. Élysée, Je préfère la date de demain. Docteur Barry, merci. Marius Komoé, Daouda Koulibaly, Bien sûr. merci surtout à vous de nous avoir suivis. Merci de prendre le temps de nous suivre chaque soir. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.